Dans le podcast cette semaine, on vous propose un pelleté des nuages hors série où on débriefe des jeux joués au Gathering of Friends. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. Nous sommes aux United States of America. Oh, bel accent! Avec Christian Lemay pour cet épisode spécial de pelleté des nuages. L'épisode Unboxing. HS. HS. HS, hors série. C'est ça, ouais. Et peut-être que nous sommes Hors service. nous-mêmes aussi, mais non. Même si ça fait... Franchement, je trouve qu'on est en super forme pour une semaine passée, quoi. Oui, parce que les gens, généralement, ils sont dans leur première journée de festival, puis ils sont déjà fatigués, les pauvres petits. Nous, ça fait 6 jours. Et puis, on pète le feu. Ouais. Non, franchement, on est bien. Oui. Bon. On mange pas très équilibré. Non. Mais bon, ça, on n'avait pas... Voilà. Et oui, parce que on passe une semaine de vacances aux chutes du Niagara, c'est cool. Oui, c'est donc on est... Je suis allée les voir quand même, moi, les chutes du Niagara. Déjà, tu me les avais montrées, puis après, je suis allée vraiment regarder et tout. Et en fait, j'ai trouvé ça super beau. Mais oui, c'est joli. C'est magnifique, ouais. Mais oui. Ouais. Mais bon, tu construis pas une ville alentour parce que une fois que ça fait une demi-heure que tu les regardes, Ouais. tu les as vus. non mais. Oui. Bah, du coup, tu vas au casino. Ouf, mon Dieu. Mon Dieu. Ah, bon. Moi, je suis jamais allée dans un casino de ma vie. On va parler des jeux auxquels on a joué et pas faire des unboxings comme on avait dit. Mais là, les gens ne savent même pas où nous sommes, Paul Gara. Est-ce qu'on prend la peine de dire que nous terminons notre passage au Gathering of Friends, qui est Explique-nous ce que c'est le Gathering of Friends. qui est une convention qui approche de son 40e anniversaire. On est quoi? C'est la 36e édition. 36e édition, donc, qui était organisée à l'origine par Alan Moon, l'auteur des Aventuriers du Rail, qui se déroule donc à Niagara Falls, côté américain. Ça n'a pas toujours été là, mais c'est là depuis déjà un bout de temps maintenant. Oui, Je crois depuis 15 ans au longtemps. moins. Et c'est une convention sur invitation qui a lieu dans un hôtel. Et puis, la plupart des salles de conférences, de réception Sont des espaces, des salles de jeu en fait. sont des salles de jeu et ça dure 10 jours. Ouais. Évidemment, c'est pas tout le monde qui fait les 10 jours. Même la plupart ne les font pas. Nous-mêmes, nous ne les faisons pas. Et les gens viennent, en bon français, se torcher de jeu. Mais vraiment, de tout genre. Ah oui. Il y a du jeu de levée à foison. Et Il y a des très vieux jeux obscurs. des jeux des années 70. Il y a des jeux, des Il y a du wargames. improbables. Les matins, il y a souvent des jeux 18XX. Il y a du plotter. Oui. Il y a des jeux. Il y a de l'actualité. Des jeux qui vont sortir, des Il y a beaucoup de prototypes. prototypes. Beaucoup d'auteurs cette année. J'ai trouvé que l'édition était peu internationale, mais C'est bien. peut-être les conditions aussi actuelles, la Oui. politique Peut-être qu'il y a des gens qui américaine. Moi-même, je te l'avais dit, moi-même, j'étais pas super à l'aise au début en me disant va falloir passer. Surtout que moi, j'ai pris, quand on prend tes billets, là ça s'est un peu calmé, on dirait, mais il y a 3 mois. Par rapport à la date de l'événement, c'était quand même très Oui, puis dur, moi, quoi. juste venir donner de l'argent à ce pays, ça me tente moins, disons. Mais bon, donc, c'est ce genre de convention dans une météo généralement assez moche parce que mi-avril, ici... Ouais, mais là, franchement, on a eu de la neige un jour, mais on a eu de la neige et là, il doit faire 18, beau soleil. Ouais. Donc, moi, je viens depuis 2017 ici et j'aime beaucoup parce que les gens sont extrêmement accueillants. Oui, clairement. Partagent leurs jeux, expliquent. Les jeux sont ouverts à jouer avec n'importe qui. Si tu te montres intéressé à un jeu, des gens qui s'apprêtent à commencer une partie, ils vont t'accueillir. C'est super cool et c'est l'occasion dans l'année, moi, où je peux à la fois voir l'évolution du marché, qu'est-ce qui sort, le jeu dont on parle depuis 6 mois que tout le monde capote, mais c'est aussi l'occasion pour moi d'aller revisiter justement des vieux jeux qui ont été des piliers, d'essayer par exemple un Dimaher ou ces jeux-là qu'on n'a jamais le temps. Mais de toute façon, on ne possède pas le jeu parce que ça coûte trop cher puis on y joue une fois aux 14 ans. Donc, mieux vaut l'essayer ici. Ouais, c'est ça. Et donc moi, c'était la première année que je venais. J'avoue que notamment, comme tu disais, c'est notamment toi qui m'as invité, qui a proposé quelle folie. Et donc c'était tout nouveau, donc c'est assez impressionnant, faut le dire. Mais effectivement, quand tu le dis, en plus quand on est nouveau, on a un badge d'une certaine couleur pour expliquer qu'on est nouveau, et du coup, clairement, toutes les personnes se mettent en quatre pour être très accueillants avec toi, t'aider, te renseigner. J'ai trouvé que ça c'était vraiment c'est aussi ce qu'on retrouve dans la culture américaine, je trouve, qui est très hospitalière comparé à l'Europe. Ça c'est indéniable,
Je y a crois pas photo. que chez les Américains, il y a le désir de bien paraître devant le touriste. Oui. Après, on ne dit pas que sur le long terme, c'est mieux, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est dans des relations comme ça, ils sont vraiment très, très accueillants et très hospitaliers. On va pas parler de tous les jeux auxquels on a joué, parce qu'il y a des jeux auxquels on n'avait jamais joué, ni toi ni moi, qu'on a découvert. Il y a des jeux auxquels je t'ai fait jouer, des jeux auxquels tu m'as fait jouer. On n'a pas joué. Il y avait des jeux bof qui méritent pas qu'on en parle plus. Bah, non. On n'a pas joué non plus tout le temps ensemble, parce que au bout d'un moment, sinon, on se serait envoyé des boîtes d'innovation à la tête. Oh Quoi qu'on a fait un jeu, ça aurait pu finir en bain de sang quand on s'est tiré des boulets de canon dessus. Ah oui, des boulets de canon en bois. On vous en parle bientôt. Ça aurait pu être dangereux. Alors, moi, je te propose qu'on commence. On a fait 2 Istari ensemble. 2 Istari. Tu veux qu'on parle de ça? Witness? Oui, allons-y. Allez. C'est moi qui décide de comment l'ordre des choses. Oui, c'est toi qui décides. Tu me diras après si ça correspond. On a joué à Witness auquel tu n'avais jamais joué. Moi, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Je me souviens avoir vu à sa sortie la Trick Track TV dire « Ah, j'aimerais vraiment l'essayer, mais jamais avoir eu de boîte et puis pas certain. Les échos ont été peut-être un peu mitigés à la sortie. Et donc, Marc-Antoine Doyon de Etugame me prête une boîte que j'apporte ici parce que je sais que toi, tu capotes sur ce jeu. Et donc, on a pu faire 2 scénarios ensemble et c'est très bien, en fait. C'est vraiment très bien. Donc, on rappelle, je crois que j'en avais parlé dans une émission avec Pénélope, un Oldies but Goldies, il me semble, Witness. C'est possible, oui. Et donc, c'est un jeu et de mémoire et de communication. On va, et de déduction un peu aussi. Et de rédéduction. Plus les niveaux, plus on monte dans les niveaux de difficulté, plus on va avoir de la déduction. Ça t'a plu. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Quel mérite. En plus, tu peux jouer. C'est moins de 10 minutes pour chaque scénario. T'en fais autant que tu veux à la suite. Qu'il a une grande flexibilité. C'est vraiment un jeu on sait pas quoi faire. On fait un scénario et. mais vraiment, on attend quelqu'un qui est aux toilettes. On a le temps de faire un Witness. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un jeu qui est ressorti chez Pegasus Spiel avec un autre, pas du tout la licence Blake et Mortimer. J'ai jamais vu revenir en France, quoi. Non, mais je pense que la licence l'a mal servi à sa sortie. C'est une intuition que j'ai. Puis voilà, mais c'est un jeu qui méritait bien de vivre. On a joué à Shakespeare aussi. Donc là, c'est moi qui ai fait les explications en anglais, parce qu'on a joué avec une 3e personne. Avec Jay. Ouais, qui était adorable. Et qui connaissait le jeu, mais qui n'avait pas joué depuis longtemps. Toi, tu n'y avais jamais joué. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup et big up à Hammer parce que Hammer et moi, on aime bien y jouer aussi quand on se voit, quand on a l'occasion. Oui, donc le dernier jeu sous la bannière Istari, moi, ça me fait quelque chose parce que je suis arrivé dans le monde du jeu, disons, j'ai commencé à jouer intensément très, très peu de temps avant le lancement de leur tout premier jeu. Et donc, les premières années où je découvrais, j'étais dans la folie Istari, appelons ça comme ça. Et ça a été quelque chose de marquant, ça a été quelque chose d'important dans ma vie de joueur, mais aussi, je pense, sur le marché même international. Ça l'a transformé. Cyril se targuait, puis je pense qu'il a raison, d'avoir poussé le gros jeu allemand de stratégie, de l'avoir amené quelque part ailleurs. Vraiment. Et donc, ça, c'était leur dernier jeu, puis c'était une belle sortie. Oui. Ça t'a plu? Enfin, ouais, vraiment. Oui, je dirais pas à tout le monde courir l'acheter, mais c'était très agréable. C'était un bon jeu. Ouais, moi, je trouve que c'est la grande force aussi, c'est que le thème arrive à être bien restitué. On y croit à ce qu'on fait. Oui, contrairement à d'autres jeux Istari, justement, celui-ci, ça fonctionne. Ça fonctionne, alors que pourtant, c'est en vrai, quand tu regardes, c'est pas. Je trouve que ça fonctionne et on est vraiment dans ce qu'on. Voilà, on a vraiment le sentiment d'être investi dans l'organisation d'une pièce de théâtre. Bon, je suis très contente de te l'avoir fait essayer. Je suis contente que ça t'ait plu. Merci. Vas-y, parle-nous d'un autre jeu. D'un autre jeu. Alors, moi, je suis arrivé ici. Et c'est avec Jean-François Gagné, je crois, que j'ai pu trouver l'édition tout juste arrivée, toute chaude encore, l'édition Kickstarter, la réédition, devrais-je dire, de Ace of Aces, donc l'As des As. Ça se vendait au début des années 80 dans le format livre dont vous êtes le héros. Et c'était un livre double, il fallait en avoir 2. Et un joueur joue, on est dans un combat aérien d'avions pendant la Première Guerre mondiale. Un joueur joue un avion allemand, l'autre joue un avion des forces alliées. Et c'est un jeu en simultané. Chaque page, on voit quoi? On voit ce que voit le pilote dans l'avion. Donc, je vois que, par exemple, si sur ma gauche, mon adversaire est en train de venir en sens inverse et il est à une distance assez loin. Et là, lui, à l'opposé, sur sa page, il a la vision de moi, mais de son point de vue. Et là, simultanément, les 2 joueurs vont choisir quelle manœuvre faire. Est-ce qu'ils vont aller vite ou lent? Est-ce qu'ils vont se retourner sur eux-mêmes, pivoter légèrement vers la droite ou la gauche? Et par un système d'algorithme complètement fou,
on se communique chacun notre mouvement et ça nous amène à une page. Et là, on voit maintenant notre position relative une fois que chacun a fait le mouvement qu'il a fait. Donc, en feuilletant les pages du livre, on voit comme ça où on est rendu. Et le but, ben, c'est d'avoir l'autre en face de nous et de le canarder. Belle surprise, un objet surprenant, un peu comme... Moi, je vous ai vu jouer et en fait, j'ai trouvé ça, je sais pas comment dire, vraiment ultra séduisant sur la proposition. Oui, ça n'a pas été un immense coup de cœur, mais c'est parce que c'est un jeu qui est exigeant. Aujourd'hui, on est habitué à des jeux où est-ce qu'on pilote les doigts dans le nez, mais là, le jeu te demande de vraiment réfléchir et si tu te gourres, ben ça va mal, en fait, tu peux mourir. Et je sais qu'à sa sortie, le jeu a été... Il y a des tournois qui ont été organisés. Ça a vraiment été un jeu culte. Et il y a eu des pilotes, des vrais pilotes d'aviation qui sont allés jouer et qui ont donné une rouste à tout le monde. Donc, le jeu a vraiment un ancrage dans la réalité. Alors, ça vient tout juste de ressortir sur Kickstarter. Ace of Aces, belle découverte. Et c'est un classique aussi. Moi, ça me fait toujours plaisir de trouver des jeux qui ont été marquants. Ok. Moi, j'ai commencé, et je ne terminerai pas malheureusement, la campagne de Régicide Legacy. Régicide est-il un poème? À vous de me le dire. Avez-vous une idée, monsieur Lemay? Régicide Legacy, donc, c'est reprend le jeu d'origine en faisant un Legacy. On va coller des règles, avoir des cartes supplémentaires, des pouvoirs, des personnages supplémentaires. Alors, moi qui adore le jeu et qui en plus y joue très rare, n'y joue jamais physiquement, et je n'y joue qu'en ligne, en solo. Là, ça m'a complètement changé la vie. Ah, mais là, ça change tout. Là. Donc, déjà, pas en solo, ça n'a plus rien à voir. Et en vrai, j'étais contente parce que j'ai trouvé que, en fait, le fait de jouer en solo, c'est différent, mais t'es pas complètement non plus à la rue parce que t'as quand même des différences assez marquantes, mais t'es pas perdu dans le jeu. Le début de la campagne reprend quand même beaucoup le jeu de base, donc ça va. Ensuite, selon ta progression, c'est comme tous les Legacy, tu le vois arriver gros comme une maison, qu'il y a, je pense, peut-être un ajout. Il y a trop d'ajouts à chaque fois qu'on passe des paliers. Et ça, c'est... Il y a même un moment où je n'arrive plus à absorber, en fait, tu vois, c'est comme si j'arrivais plus à absorber la masse d'informations. Et donc, comme toi, si tu mets l'espace et trop de temps entre chacune de tes parties, tu vas oublier tout ce que tu as fait. Donc, tu perds en info. Mais si tu les joues à la suite, tu as une sorte de trop-plein, en fait. De trop-plein, ouais. En fait, c'est comme si tu avais les yeux plus gros que le ventre, un petit peu, tu vois. Tu fais un repas et tu vas à un buffet, puis tu te sers de tout, puis à la fin, tu manges pas tout, quoi. Et donc, je suis très contente. Je trouve que c'est super réussi. Malgré tout, c'est réussi, c'est bien fait. Il y a un lore absolument dont on se passe. Alors en plus, c'était en anglais, donc autant dire que déjà qu'en français, je lis d'un œil, là, c'est pas tout à fait une part. Parce qu'en plus, l'avantage, c'est qu'on peut s'incruster dans une partie, ce n'est pas gênant. Ça, c'est cool quand même, parce que j'ai pu vous joindre pour 2 parties. Et moi aussi, je suis content de l'avoir essayé parce que vous vous doutez avec la chronique que j'ai faite quand même, que j'apprécie le jeu, j'apprécie pour ce qu'il est. Donc, j'étais curieux d'avoir un aperçu de ce qu'ils ont fait dans la campagne. Je pense que je me rangerais un peu de ton côté. Je trouve que le charme de Régicide, c'est sa simplicité, son évidence, son minimalisme. Voilà. Et là, en fait, on perd tout ça. Là, on perd le minimalisme. Oui, clairement. Maintenant, ça reste agréable quand même. C'est magnifique. La boîte est très belle. Le matériel est vraiment qualitatif. Top. Voilà, je suis heureuse de l'avoir fait. Je suis triste de ne pas pouvoir finir, mais je le savais en commençant qu'on n'aurait pas le temps matériellement de finir. Mais comme j'aurais jamais la possibilité de le faire, je pense, en France, même quand il sort en France, je suis très contente, en fait, en tout cas, d'avoir eu cette expérience, quoi. Chères auditrices, chers auditeurs, et oui, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, de ne pas vider la carte SD sur laquelle on enregistre, surtout quand on est parti à l'autre bout du monde, et bien sûr de n'avoir aucun moyen de secours pour voilà, et donc de pouvoir avoir un enregistrement qui se coupe au bout d'un quart d'heure. Coup de bol, on s'en est aperçu relativement, je pense, très rapidement. Ça a évité qu'on passe 1h30 à parler dans le vide. C'est dommage parce que on a probablement redonné nos meilleures blagues à ce moment-là et elles sont perdues à tout jamais. Heureusement aussi, ça a coupé un moment à peu près facile pour raccorder les wagons, comme on dit.
Oui, nous étions en train de clore la section sur Régicide et nous allions dire, ou en fait nous avions dit, mais ça vous le savez pas parce que c'est perdu dans l'air, que même si ça perdait un petit peu du charme de la simplicité originelle de Régicide, si vous aimez ce jeu et les trucs à la Legacy, allez jeter un coup d'œil parce que c'est quand même quelque chose à voir, je crois. Tout à fait, ouais, vraiment. Moi, j'aurais regretté de ne pas avoir fini la campagne, mais on finira un jour avec, même si c'est compliqué pour organiser, puisque je jouais avec notre ami Jean-François Gagné, qui habite un peu plus près de chez toi que de chez moi. Donc, ça va être plus compliqué pour finir la campagne dans l'immédiat avec lui. Ah, l'île Bizarre, c'est tellement loin de toute façon, mais ça, c'est une blague que seuls les Québécois, ou enfin même seuls les Montréalais peuvent comprendre. Ok. Bon, voilà. Bon, maintenant, on va parler de quoi, Monsieur Lemay? Nous allons parler de Magical Athlete, qui est un jeu auquel nous avons joué, qui est sorti à l'origine au Japon, réédité par Zeman au milieu des années 2000 et retravaillé à la toute fin de 2025 par Richard Garfield, donc l'auteur de Magic, The King of Tokyo, et republié donc chez CMY, qui est l'éditeur qui nous a donné Hot Streak, un autre jeu de course un peu folle, et Daybreak, notamment Kenner Spiel des Jahres. Bravo, belle prononciation. C'est pas mal, hein? Ouais. Improvisé comme ça. Voilà. Et Magical Athlete, pour ceux et celles qui auront écouté l'émission qu'on a faite, l'émission spéciale sur le jeu de société au Japon avec Iso Bretnik, c'est un des jeux dont il parle dans des jeux qui ont eu des parcours très particuliers, effectivement, d'édition. Magical Athlete sort normalement en français chez Yellow. C'est un roll and move, tout bête. Oui. Chacune des joueuses a un pion qui est identique à la carte du personnage qu'il a drafté, parce qu'on va drafter 4 personnages pour faire 4 courses, chacune, et on place notre pion sur la ligne de départ, et à tour de rôle, comme dans tous les jeux de votre enfance, vous lancez le dé, et vous avancez du nombre de cases indiquées. Là où il y a une petite différence, c'est que chaque personnage a un pouvoir spécial. Par exemple, quand quelqu'un fait un 1, c'est à moi de jouer le tour suivant, donc je peux jouer beaucoup plus souvent. Ou quand un autre joueur me dépasse, il trébuche, c'est-à-dire qu'il va passer son prochain tour. Ce genre de pouvoir complètement débile, et il y en a combien dans la boîte, Paul Gara? Dis-moi, une trentaine? Ah oui, il y a énormément de personnages et effectivement avec des pouvoirs tous assez... en fait, c'est le plaisir, c'est qu'à chaque fois qu'on lit son pouvoir, tout le monde dit « Ah, ça c'est super fort, ça c'est super fort, ça c'est super fort » et c'est... Voilà, c'est ce qu'on apprécie, c'est un peu ces pouvoirs très très puissants qu'on a tous envie d'essayer finalement, un petit peu tous envie d'essayer quoi. Oui, puis qui vont donner des situations chaotiques, imprévisibles et drôles si on a l'humour, parce que je pense que c'est pas tout le monde, encore une fois, il me semble que j'avais fait une chronique sur l'humour, mais c'est pas tout le monde qui en appréciera justement l'injustice totale, en fait. Oui. Donc, toi, qu'en as-tu pensé? Alors, moi, c'est pas l'injustice totale qui m'a... Je pense que c'est très marrant à faire, j'en ferai pas 50 parties, voilà. Et je trouve que 4 courses... C'est un peu long. C'est un peu long pour ce que c'est, en fait. Même si les pouvoirs changent, ça reste relativement répétitif. Donc, c'est très, très drôle. La première course est assez drôle, enthousiasmante. La deuxième aussi. Puis à la troisième, ça commence à tirer un peu en longueur. En fait, je trouve que le temps de jeu est un peu peut-être... ça souffre pas sur le long terme. Maintenant, je pense qu'une fois de temps en temps, c'est très marrant. C'est le genre de jeu auquel on peut sortir, effectivement. C'est presque plutôt un jeu d'ambiance, un jeu d'apéro. Mais c'en est un, oui, c'est sûr. Certains diront un jeu à boire, parce que tu pourrais dire que à chaque fois que tu peux faire ton pouvoir, ou je sais pas, tu bois un shot. Oui, une gorgée. Moi, ce que je voudrais quand même souligner, c'est le visuel du jeu qui est absolument incroyable et qui participe beaucoup, je pense aussi, à l'attrait, parce que les pouvoirs sont barrés. Et les visuels sont barrés. Et moi, ça me fait... Il y a des personnages qui sortent vraiment des trucs un peu psychédéliques. Moi, ça m'a fait penser à certains persos du dessin animé des Beatles, ce Yellow Submarine. En fait, il y avait les méchants qui s'appelaient les Minis ou un truc comme ça. Et ça, il y en a qui ressemblent carrément à ça. Il y a un côté vraiment... Je pense que le visuel joue beaucoup aussi dans l'attrait du jeu et colle bien
avec ce truc absolument improbable avec lequel on... Oui, une concordance dans le trait, dans dans la forme des personnages. Ils ont des formes pas très normales, on va dire ça comme ça. Dans les couleurs, donc des aplats de couleurs très, très forts, très criardes. Donc, il y a une concordance entre le genre de jeu. Donc, ça nous annonce bien ce à quoi on va participer. Oui. Puis, ça participe aussi à en faire un truc qu'on a envie de montrer parce que c'est une proposition très originale. Mon Dieu, un roll and move, mais tu me prends pour un con qui tu veux que je joue à ça? Mais donc, ça participe à ça, à montrer, regardez, c'est original mécaniquement, mais c'est aussi original visuellement. En fait, après ma première partie, j'ai été un peu déçue par rapport au jeu et j'en ai refait une deuxième partie. Et je sais pas, je me demande si on n'était pas plus nombreux et si ça n'a pas joué sur le fait que c'était encore plus bordélique, quoi. Alors, assurément que je jouerais à ce jeu pas en bas de 3 joueurs. Non. Parce que il me semble que ce qui est drôle, c'est justement qu'il se passe plein de trucs complètement débiles. Donc, oui. Et en fait, gagner n'a aucune importance. On s'en fout. Voilà. Mais totalement. Ce qu'on veut, c'est que ce soit que tout se combatte de façon imprévisible, quoi. Donc. Oui. Et là, plusieurs se posent la question ensuite, mais pourquoi CMYK sortir dans la même année 2 jeux de course? Je dirais semblables, parce que 2 jeux de course chaotiques, mais sur lesquels on a un petit peu d'influence, peut-être un peu plus dans Hot Streak, l'autre jeu. Oui. Mais c'est quand même un pari assez audacieux qui semble fonctionner parce que Hot Streak se vend très, très bien et Magical Athlete semble aussi bien réagir sur les marchés, de ce que je peux entendre. Alors, mais c'était sacrément audacieux. Oui, et encore dans Outstreak, parce que toi, tu y avais déjà joué, tu m'en avais déjà parlé, hein, tu avais dit, tu l'avais d'ailleurs comparé, je sais plus à quel jeu. Winner's Circle. Que Pénélope avait parlé, voilà, c'est ça. Et en fait, moi, j'y avais pas joué, donc là, on en a profité pour y jouer. Et pour que je puisse, parce que j'y avais pas joué du tout. Et là, c'est pareil, hein, dans Outstreak, il y a quand même aussi un parti pris visuel, hein, avec ces grosses mascottes, cette boîte qui est même, je trouve un petit peu, provocatrice, je sais pas comment le dire, parce qu'on est à l'heure où on parle de questions écologiques, où on réfléchit sur comment avoir moins de plastique, etc. Là, on peut pas dire que ce soit le parti pris du jeu. Je trouve qu'il fait très... C'est pas minimaliste du tout. Donc, un long tapis de vinyle qui se déroule depuis la boîte directement. Une boîte présentoir, une boîte objet, hein, parce que il y a un trou, puis on voit les 4 mascottes qui sont spectaculaires, qui sont imposantes, massives. Mais qui sont grosses, quoi. C'est des gros trucs de plastique. En fait, t'as l'impression que ça déborde un peu de tout, quoi. C'est, tu vois, c'est assez par rapport à la tendance actuelle, on n'est pas dans l'air. Et je suis sûre que c'est fait exprès. Enfin, c'est obligé, c'est à contre-pied, Je veux dire, il y a bien quelques jeux qui tentent de réduire leur empreinte, mais je vois pas de tendance si forte actuelle non plus à réduire notre consommation. Je veux dire, ou sinon c'est un fantasme, on espère le voir, mais oui. Peut-être. En tout cas, là, clairement, ça a dit... Je veux dire, on voit Pandémie Legacy, puis... pas Pandémie Legacy, pardon. Pandémie Seigneur des Anneaux. Et puis, on voit plein de grosses boîtes sortir. Donc, il y a eu une vague de jeux, peut-être dans les dernières années, à 20 € et moins. Mais sinon, je sens pas de tendance minimaliste. En fait, là, j'ai l'impression que c'est le jeu qui te dit vous avez le droit de... Allez, kiffer d'avoir du matériel qui déborde, quoi. Enfin, voilà. Soyez déculpabilisés de ça, finalement. Voilà, avec aussi des persos un peu rigolos. Enfin, l'idée de mascotte, c'est absolument improbable. Je sais pas, je pense que ça nous... Une course de mascotte. Ouais, nous, ça nous parle pas trop culturellement, je pense, en Europe, parce qu'on n'a pas trop de mascottes, en fait. C'est pas très... Ah non, ah bon? Tu vois, nous, on a, par exemple, les matchs de foot, il y a pas de mascotte comme ça, quoi. Ou alors quand il y en a de toute façon... ici, il y en a au baseball, il y en a au football, au hockey même. Nous, c'est pas trop le truc. Je trouve qu'on trouve ça vite ridicule, quoi, en fait. D'accord. Mais parce que c'est pas culturel. C'est pas parce que ça l'est. Oui. C'est parce que nous, ça nous est pas du tout habituel, quoi. Donc voilà, donc vous n'avez pas grandi avec ça. Non. On est chiant. Voilà, faut se rendre à l'évidence. Ce qui était chouette aussi, et effectivement, on a beaucoup plus de contrôle dans ce qu'on fait, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on contrôle un petit peu l'issue de la course et on contrôle aussi ce qu'on parie, sur qui on parie. Donc, plus de contrôle, et voilà. Mais deux belles propositions. Et je redis, pour autre truc, allez regarder la vidéo d'Amabel Hollande où elle discute avec une des personnes de CMYK sur, justement, les boîtes de jeux.
où il parle beaucoup de la boîte d'Ostrich. Donc je vous encourage à aller regarder cette vidéo d'Amabel Hollande qui est une fois de plus passionnante. Parfait. De quel jeu parle-t-on maintenant, Paul Gara? Allez, on va parler de l'expérience ultime, je pense, de cette semaine de jeu. On est prêt? Ouais, c'était un moment un peu dingo quand même, on peut le dire. Alors, est-ce qu'on parle bien de Bailiff of Boscop? Oui, on va parler de celui-là en premier. Oui, parce que on a eu l'immense plaisir, honneur, je ne sais pas, de pouvoir jouer à la future sortie de Splotter. Donc Bailiff of Boscop, comme tu l'as dit, qui dans une salle, on n'était pas dans la grande salle avec du bruit, on était dans une petite salle de réunion avec un feu de cheminée artificiel. Tu te rappelles de ça? Voilà. Et, oui, tout à fait. Et les règles nous ont été expliquées en plus par l'un des auteurs, puisqu'on était en compagnie de Jeroen Doumen, voilà, qui était Oui, auteur et éditeur, en fait. Voilà. 1 heure d'explication, 3 heures de partie. Oui. Pour un jeu un peu une proposition peut-être comme seul Splotter sait en faire, très particulière en fait. Je crois qu'ils se sont surpassés. Même, je trouvais déjà qu'il y a 3 ans, Horseless Carriage était un peu costaud. Celui-ci l'est encore plus. Je crois que c'est d'assez loin leur jeu le plus compliqué. Et pas qu'ils font des jeux ultra simples en partant. Chez Splotter, un thème totalement déjanté, mais à sa façon, c'est-à-dire que c'est à la fois super sérieux, je veux dire, avec de l'humour, l'extraction de ressources, un jeu économique dans Dutch, je parle en c'est parce qu'on a les Pays-Bas, en anglais. Dans les Pays-Bas, merci. On est au quel siècle? Je pense qu'on est 17e, 18e, quelque chose comme ça. Je pense que c'est quand même aussi, il l'a dit, à l'inspiration, c'est qu'ils avaient envie de faire un jeu qui était un hommage à leur pays. Oui. Clairement, c'est ce qu'il a dit. Et qui retranscrivait l'histoire de leur pays. Donc, forcément, on va parler va y avoir des inondations. À un moment ou un autre, et des moulins. Mais ça en est drôle. Oui. C'est drôle parce que le jeu n'a pas d'humour explicite. Non. Comme on peut l'avoir à Magical Athlete, où justement les personnages te disent voici un jeu amusant, des couleurs criardes. Ici, on est super austère, oui. Mais très rapidement, toute la carte, puis là, il y a un nombre incalculable de lots. Il y a quoi? Il y a 150 lots dont on peut, petite région qu'on peut prendre possession. Voilà. Et très rapidement, on va toutes les remplir d'eau, et là, le jeu va se transformer rapidement, puis on va être coincé. Et je trouve ça drôle. Toi? Ouais, en fait, j'ai trouvé que le jeu est plus drôle et on va voir qu'il y a une deuxième partie dans le jeu qui est encore plus drôle, j'ai trouvé. Donc la première partie, comme tu l'as dit, c'est des lots sur lesquels on va progressivement... En fait, on incarne une famille. Notre famille, elle va essayer de prospérer donc dans cette région de Boskop aux Pays-Bas. Et donc, on va prendre possession de villages. On va bien sûr faire du commerce. Et on a tout un jeu avec un système économique, puisqu'il va falloir nourrir les villages. Donc, on va pouvoir aller pêcher de l'anguille, récolter des pommes, etc. Parce que la pomme de Boskop, forcément... Et surtout, récolter de la tourbe. Et de la tourbe, voilà. Creuser pour avoir de la tourbe. Et ça, on a un jeu qui a son système économique complètement complet. Enfin, tout est pensé, puisqu'après, on va nourrir les villages. Mais attention, il faut pas non plus être ceux qui créent de la pénurie. Enfin, il y a tout un système comme ça avec de l'importance si on ne peut pas complètement nourrir les populations. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à son tour de jeu, quand on commence une nouvelle activité économique, ça va déterminer notre ordre on va avoir une petite fiche qui va se mettre dans la file de l'ordre du tour. Et donc, les tours de jeu vont être de plus en plus longs parce qu'on a de plus en plus soit d'opérateurs économiques, soit notre famille, soit des villages à faire jouer. Et toute la question va être comment on va réussir, parce qu'on va avoir des moyens pour pouvoir changer l'ordre du tour. Et beaucoup du jeu va résider dans cet ordre du tour qui est absolument crucial et assez original, j'ai trouvé. Qui est crucial dans tous les jeux Splotter. Ce sont tous des jeux très différents, sauf sur la question de l'importance de l'ordre du tour. Puis j'ai d'ailleurs posé la question aux auteurs sur place. Puis c'est pas une intention, c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire, des jeux dans lesquels l'ordre de jeu est important, mais ce qui est le résultat de leur désir de faire des jeux à forte interaction entre les joueurs et les joueuses. Et ensuite, il y a toute une autre partie que moi, j'ai trouvé absolument fascinante dans le jeu, que j'ai pas du tout... Attends. Pardon. Non, mais c'est ça, excuse-moi, c'est moi qui t'ai occupé, mais c'est juste la façon dont ils nous l'ont présenté. Je vais essayer de vous rendre. Ça fait 40 minutes que Jeroen nous parle, et déjà, on a le cerveau qui surchauffe. Voilà. Et il nous dit, j'ai 2 petites choses encore à vous apprendre. Et là, on est reparti pour 25-30 minutes. Voilà.
Alors, Tu nous expliques, je te laisse le dire. Alors c'est la partie la plus fascinante j'ai trouvé du jeu parce que la partie d'avant, je dirais pas que c'est quelque chose qu'on connaît, mais c'est quelque chose qu'on comprend très vite. Enfin, c'est des choses auxquelles on est plus habitué. Donc, le but du jeu, rapidement, c'est de placer tous les petits cubes de sa famille propriétaires d'un lot. Et le premier à vider... c'est son pool de cubes. Presque ça la règle, mais le but, c'est de vider ces petits cubes, l'emporte. C'est de vider son pool de cubes, voilà. Et on vide, plus on arrive à faire de l'expansion, plus on arrive à les vider. Et en fait, il y a donc cette partie fascinante dans le jeu, moi, que je n'ai pas explorée parce que c'était déjà beaucoup. Et d'ailleurs, la personne qui l'a le plus exploré à table avait déjà fait une première partie du jeu. Alors, on a joué avec 2 personnes qui avaient déjà eu une première expérience du jeu. Et je pense que ça, même si c'était il y a 1 an auparavant, ça joue un petit peu. On va pouvoir... pour plein de raisons, quand on n'est pas content, parce que, par exemple, quelqu'un a créé de la pénurie et on n'a plus rien à manger pour notre village, ou parce que quelqu'un a été inondé notre territoire, qu'est-ce qu'on fait, Christian ? On fait claim. On ne peut pas. On est obligé, en fait. On va faire on doit le faire. On doit se plaindre et traîner l'autre tribunal en cours. Et on peut créer... Et attention, pas au tribunal. Non. Il y a 4 tribunaux différents. Il y a le juge de proximité. Il y a le juge qui s'occupe des problèmes liés à l'eau. Il y a le juge qui s'occupe des problèmes civils. Il y a le juge qui s'occupe il y a la juridiction pénale. Là, tu fais, mais what, quoi? Alors, But wait, there's more, parce qu'en plus des tribunaux qui sont, disons, dans le jeu, qui sont ceux de la banque, qui sont organisés, on va dire, de façon neutre, et là je mets neutre avec des gros guillemets, on peut soi-même créer son propre tribunal familial, mettre son beau-frère à la tête. Voilà, donc... Et là, alors, moi, quand il expliquait ça, et ça le faisait beaucoup rire, Jeroen, quand il nous l'expliquait, on sentait que... Et il avait l'air de nous dire que c'était aussi une spécificité, c'était très néerlandais, très hollandais, cet amour pour les poursuites judiciaires. Oui, en fait, là, il nous a dit que le sport national des Néerlandais, c'était de se plaindre. Je pensais que c'était celui des Français, mais bon, il semble qu'en fait, ce soit réparti partout en Europe. Voilà, c'est ça qui nous unit dans l'Union européenne. Tu vois. Et en fait, je te cache pas que pour moi qui ai fait des études de droit, je te jure que ça m'a rappelé tous ces moments où tu te dis... Quel est le tribunal compétent pour connaître de tels types de litiges ? Et là, j'ai vu un champ des possibles et j'ai trouvé ça absolument incroyable comme idée. Et c'est dingue. Et en plus, ça marche. Oui. Parce que... Il y a une stratégie. Non, mais il y a une stratégie à explorer. Ah, en fait, il y a 2 grandes stratégies qui est l'expansion. Mais cette expansion peut se faire avec la gestion commerciale, on va dire. Mais on peut aussi acquérir des lots ou en placer nos petits cubes grâce à nos tribunaux qu'on a dans notre famille. Et la personne qui a gagné la partie, d'ailleurs, c'est la stratégie qu'elle a faite. Hein. Il a créé son juge de proximité avec son beau-frère à la tête et bim, après, ça lui a permis de bien à chaque fois qu'il devait rendre, en fait, je crois qu'en plus, à chaque fois qu'il devait connaître d'une affaire, ça lui permettait de se débarrasser de ses cubes. Donc, c'était... Exactement. Chaque fois qu'une affaire arrivait dans sa cour, qu'elle soit résolue ou pas. Hein. Mais chaque fois que l'affaire arrivait, je place un autre petit cube, je place un autre cube. Voilà. C'était vrai. Alors, en plus, ce qui est cool, c'est que là, quand vous écoutez cette émission, on est début juillet. Là, nous, on est début mai. Mais les premières images, là, ont été montrées par Splotter et tout. Voilà. C'était... Bon, il y a tout un truc qui va avec l'expérience. C'était assez dingue. Hein. Mais franchement, moi, je suis ressortie, j'étais exténuée. Hein. Oui, et puis, ils nous ont demandé ce qu'on en avait pensé. Et moi, très transparent, j'ai dit c'était une charge de règles trop importante pour que je puisse apprécier à ce moment-ci. Oui. C'est une proposition extraordinaire. Et plus le temps passe, plus j'ai envie de réessayer, mais sur le coup, j'ai employé un de tes mots préférés, c'était très violent. Ouais, voilà. Oui, moi, je suis ressortie, exténuée, vraiment. C'est le genre de partie où tu te dis, bon, là, je vais faire une pause il me faut 1 heure pour me remettre de tout ça. Pendant la semaine, on a aussi joué ensemble à Bus, auquel nous n'avions jamais joué. Un autre Splotter. Voilà, très différent. Un de leurs plus anciens, 1999 environ. Ouais, c'est ça. Qui est un jeu dans lequel on va faire transiter des passagers dans nos lignes de bus, et on va là aussi devoir étendre nos lignes de bus avec une mécanique qui va rappeler un peu qui sont un peu les prémices du placement d'ouvriers, puisque on va se placer à des emplacements qui, une fois qu'on s'y est placé,
et ensuite on va tout résoudre, on résoudra toutes les actions à la suite, bloque l'emplacement en fait. Hein. On peut pas, plus personne ne pourra faire exactement la même action que nous. Ben, c'est là où c'est un peu différent du placement d'ouvriers, c'est que il y aura un certain nombre de pions qui pourront être placés pour faire l'action X. Et ce nombre va varier peut-être un peu. Par exemple, il y a 2 places, et il se peut qu'à la fin de la manche, il y ait 3 emplacements. Donc, et c'est très, très, très limité, ce qui fait que on veut rapidement se placer dans certaines actions. Et encore une fois, l'ordre de jeu est très important. Il y a quoi? Il y a 5 actions différentes, je crois. Là. Placer une piste d'autobus, agrandir son réseau d'autobus, se mettre premier joueur, jouer avec le temps. Aller chercher des passagers. Et alors, ce qui est fou, c'est que être passé premier joueur, c'est une action, franchement, où on a fait très souvent. J'ai presque l'impression que c'était le truc qui était. Il y a eu vraiment de la bataille pour passer première joueuse pendant le jeu, hein. Parce que ça change tout, hein. Oui. Et moi je jouais juste après toi et je t'ai béni à chaque fois que tu devenais premier joueur parce que quelque part ça me rapprochait un peu plus de Dieu. Mais c'est un petit reproche parfois à des jeux où l'ordre de jeu est très important. Et je vais donner 2 exemples. Donc, la plupart d'entre vous connaissez Caylus. Et dans Caylus, si je vais me mettre premier joueur, ben, la personne qui était première devient deuxième. Ce qui fait que l'action que j'ai sacrifiée par le passé pour devenir cette personne-là, l'action qu'elle a sacrifiée pour devenir première, continue de lui payer. Alors qu'il y a d'autres jeux à la Agricola ou le Tour du monde en 80 jours de Michael Reineck, pas la version chez Purple Brain, dès que quelqu'un prend le premier joueur, ben après ça joue en sens horaire. Ce qui fait que si la personne à votre droite choisit d'être premier joueur, vous en bénéficiez parce que vous serez deuxième. Mais si c'est la personne à votre gauche qui le prend, ben vous serez toujours dernier. Et dans un Agricola, ça peut être très violent si on a quelqu'un à notre gauche qui choisit souvent l'action premier joueur. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'ai trouvé le jeu vraiment aussi très prenant, assez plus condensé que d'autres. C'est 2 heures de partie, les règles sont quand même assez intuitives, je trouve. Alors peut-être pas. Tout est simple, tout est intuitif, je trouve. Peut-être pas quand on le découvrait en 99, mais nous aujourd'hui avec le recul et tout ce. Oui. Pour nous, ce qu'on fait, c'est très intuitif. Il y a vraiment des moments où, comme dans Food Chain Magnet, on va vraiment râler parce qu'on se fait entuber sur quel passager va pouvoir voyager. Je crois qu'il y a un moment dans la partie où tu as eu un regard assez méchant envers une personne ou 2 à table parce que tu t'es fait piquer ton truc et là tu pourrais plus livrer, pas livrer des gens, les faire transiter. Voilà, et puis comme je pouvais pas râler autant que je râle d'habitude parce que quand même j'avais encore un peu de tenue à ce moment-là, mais je devais être bien. Il y a eu des moments vraiment d'énormes frustrations, quoi. Oui, on voyait la fumée qui sortait de tes oreilles. Mais c'était très bien. Oui, comme toujours. Et puis, ben moi, j'ai eu la chance pour terminer ce segment Splotter, parce que moi, c'est un éditeur qui me fascine et je veux jouer à tous leurs jeux. J'ai eu la grande chance de jouer à un autre de leurs classiques, Roads and Boats, qui est le jeu qui a la couverture la plus moche de l'histoire, mais ils la changeront pas parce qu'il y a toute une petite histoire qui entoure cette couverture. C'était leur premier gros jeu de stratégie, je crois. Donc, Roads and Boats, c'est un jeu kind of de civilisation. On a un petit feeling de jouer à StarCraft. Pas parce qu'on veut se battre. Il n'y a aucune bataille dans Roads and Boats. Le but, c'est simplement d'extraire des ressources et de les transformer pour marquer des points. Mais l'ordre de construction des éléments est hyper important. Et est-ce que tu vas te contenter de ton âne pour transporter des trucs, ou tu vas les améliorer en camion, ou tu vas te transformer en charrette? Est-ce que tu vas te contenter du radeau pour le commerce maritime, ou tu vas plutôt avoir un steamboat? Donc, la séquence est super importante. Et aussi, ce qui arrive, c'est que dans ce jeu, on va extraire des ressources, mais les ressources, si elles sont pas sur nos transports, qui sont rapidement surchargés, ils sont laissés à l'abandon sur les tuiles, et si notre voisin ou notre voisine décide de passer par là, il peut les ramasser, nous piquer, et ça crée d'autres situations extrêmement stressantes, tendues. On a peur de se faire piquer nos ressources. C'est un jeu aussi, l'explication frôle l'heure, la partie un bon 3 heures, mais ça a été mon coup de cœur de ma semaine. J'ai joué à 35 nouveaux jeux durant cette semaine.
Et Roads and Boats fut ma plus belle découverte. Je m'en suis même trouvé un en usagé ici. Écoute, je t'ai dit bien joué parce qu'en France, c'est aux alentours de 200 € d'occasion. Et quand les annonces, les jeux sont vendus puisque les annonces disparaissent. Donc voilà. J'ai pas pu jouer avec toi, et on n'a pas pu jouer à The Great Zimbabwe non plus, alors qu'on avait mis, mais l'année prochaine, on y jouera. Voilà. Ben oui, tout à fait. Voilà. Moi, je l'ai à la maison et j'espère y jouer peut-être que quand l'émission sera diffusée, je y aurai joué et que comme ça, on pourra y rejouer ensemble l'année prochaine au Gathering, quoi. Mais franchement, et moi, j'ai trouvé, les expériences sur ces jeux sont quand même assez dingues, hein. Oui, c'est toujours très prenant, c'est très fort, Ouais, c'est tout. Et puis je sais pas comment dire, il y a des idées qui sont très très subtiles en fait. Il y a toujours plus de subtilité que ce à quoi on s'attend quand on voit le jeu comme ça. On les découvre en fait. Ouais. Donc voilà. Voilà. On fait un big up à Yeroun qui a été quand même super cool. Voilà. Génial, une super explication, très patient. Ah ouais. Puis dans sa façon aussi de nous dire parfois, est-ce que tu aimerais recevoir un petit conseil? Alors ça, je tiens à le noter parce que c'est vraiment un truc qui était fou, c'est que c'est son jeu, il l'a fait, il le connaît mieux que n'importe qui. Jamais il dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. À chaque fois, il prend toujours le temps de dire est-ce que tu voudrais, est-ce que je peux me permettre, est-ce que tu es ok pour avoir un conseil? Et d'ailleurs, je lui ai dit, je l'en ai remercié, c'est parce qu'il est ultra respectueux de l'expérience que les joueurs et joueuses vont avoir en jouant par eux-mêmes, en fait, hein. De pas briser le fait qu'on expérimente. Oui, c'est ça. Il connaît son public cible, une autre expression que tu aimes bien. Mais, donc, ce sont des gens qui aiment explorer souvent. Et donc, mieux vaut, et qu'il y a beaucoup à découvrir, tu le soulignais, c'est des jeux avec beaucoup de profondeur stratégique et tactique. Donc, il veut nous laisser aller, il veut nous laisser patauger. Il a même déjà déclaré en entrevue, si on peut pas perdre au premier tour, à quoi ça sert de jouer? Mais justement, comme ce sont des jeux de 3 heures souvent, savoir que tu as perdu au premier tour, ça peut être un peu piquant. Et donc, parfois, il y a des écueils qui nous a proposé de nous aider, mais sans jamais l'imposer ou même le dire. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient prendre de la graine. Vraiment, parce que c'est très agréable comme façon de faire et en plus, je me souviens que tout à la fin, il y a un moment, moi je lui ai dit, en fait, non, j'ai quand même envie de faire ça, même si je savais que j'avais perdu, c'était pas ça qui allait changer la face de la partie, tu vois. Et je lui ai dit, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne, et il m'a dit quelque chose comme quoi c'était tout à fait justifié, c'était une très bonne raison de faire cette action. Si c'était parce que j'avais envie de voir ce que ça allait faire, ce que ça allait donner, c'était pour me lancer dans l'élevage de canards. Hein? Oui, comme disait celui qui a gagné, qui est un YouTuber pour la chaîne Heavy Cardboard. C'est We're pulling levers. Non, on tire sur des leviers, on appuie sur des boutons. Et on voit ce que on voit ce que ça donne, oui. Nous continuons? Continuons. On fera pas le tour de tous les jeux parce que ça donnerait une émission très, très longue, mais un autre jeu marquant, je pense, est-ce que tu voudrais nous parler de Gad's Hill 1874, s'il te plaît? Alors, nous voilà de retour avec Yeroun, qui nous propose... Et Joe. Alors, attends, j'allais revenir. Donc, Yeroun qui nous propose de jouer à un jeu de déduction avec Joe. Et donc là, moi j'avoue, il nous montre la boîte, un jeu dont je n'avais, de 2016, donc dont tu as dit le titre, dont je n'avais absolument jamais entendu parler de ma vie. Je ne sais pas toi, mais je crois que non. Ni d'Ève, ni d'Adam. Voilà. Rien. Donc, un jeu de déduction dans lequel, en gros, nous avons le plan d'une ville, avec des emplacements pour... On est des archéologues. On est un peu des cartographes. On essaie de cartographier la ville et on essaie de resituer où étaient placés les différents bâtiments de la ville. Donc, on a un plan de ville avec des emplacements de bâtiments vides. On a des tuiles avec les bâtiments concernés et des petits jetons. C'est ça, hein? On est dans un Far West 1874, donc un peu désertique. Ouais, une sorte de ville un peu fantôme, voilà. Oui. Et donc, on va avoir des cartes, différents types de cartes, qui vont nous permettre de dire, par exemple, je pense que le saloon, et la carte, par exemple, on va avoir la carte du saloon, qui nous dit que le saloon, potentiellement, est sur tel et tel et tel et tel emplacement. En gros, 4 possibles. Il peut être parmi ces 4 possibilités, t'as raison. Je vais prendre mes jetons, les jetons qui vont avec le saloon, je vais les poser. Il y en a un que je vais garder, c'est des points de victoire. Pour l'instant, le saloon, on sait qu'il est parmi un de ces 4.
Et en fait, au fur et à mesure, on va poser de plus en plus de bâtiments. Et à force d'enlever des possibilités, on va avoir des évidences qui vont se créer. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, si mon saloon, il me reste, j'ai 4 possibilités, mais que, par exemple, j'ai un autre bâtiment dont j'ai la certitude qu'il est sur un des emplacements où potentiellement il y avait mon saloon, bah forcément, mon saloon ne peut pas y être puisque je sais que c'est la banque. Et ça, c'est indiscutable. Et donc, Si c'est toi qui as joué la carte, Voilà. faisant en sorte que ça éliminait cette possibilité du saloon, tu récupères le jeton qui y était placé et tu marques un point. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, au fur et à mesure, ce qu'il va falloir, c'est jouer ces cartes de la façon la plus intelligente possible pour fermer des possibilités et récupérer le plus de jetons, puisque comme on le disait, ce sont ces jetons qui sont des points de victoire. Alors, je cache pas qu'au tout début, avec l'explication, c'était pas ultra clair. C'était une explication en anglais. Et c'est à mesure qu'on a joué on a bien, je pense, compris comment tout le jeu fonctionnait. Le jeu, j'ai trouvé ça ultra brillant. Moi, j'adore les jeux de déduction. En plus, c'est vraiment un genre auquel je suis... Mais c'est même, à la limite, pas un jeu de déduction, c'est plus un jeu de logique. Un peu, il y a des trucs qui vous rappelleront le démineur ou le sudoku, en fait. C'est un jeu par élimination. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, je pense que c'est... Tu sais, il y a les déduction et induction. Il y a un truc comme ça. Oui. Et je pense qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie, en fait. Parce qu'en fait, on essaye de voir si toutes les règles sont possibles. C'est pas qu'on donne la règle et on en tire les conséquences. C'est que, en fait, on voit si la règle, elle est possible par rapport, on nous dit si la règle, elle est bonne, en fait. Je pense que ce serait plutôt ça. Oui. Là, je dois confesser, Johan Levet, au moment de publier Turing Machine, m'avait expliqué la différence entre les deux. J'avais à moitié compris, mais ça se peut bien que ce soit un jeu d'induction, effectivement. Je pense, faut toujours que je revérifie aussi bien les critères pour être sûre et certaine, je confesse. J'ai trouvé le jeu ultra brillant. Alors, le seul regret que j'ai eu, et là, je vais faire un peu ma râleuse de service, c'est pas du tout mon genre. J'étais dernière à jouer. La partie s'est arrêtée avant que je puisse jouer En fait, vous aviez tous joué un tour de plus que moi. Et ça, j'ai trouvé ça un peu moche parce que, je pense que vraiment, si j'ai le droit de jouer le même nombre de tours que vous, je pense que c'est moi qui gagne, clairement, parce que oui. Ça m'a un peu contrarié, j'avoue, sur le. Ben, dans un jeu où on joue. C'est rare que je me plaigne de perdre, mais oui. Là, sur ce coup-là, un petit peu, ouais. Ben, dans un jeu où chacun fera 5-6 coups, pas beaucoup plus. C'est effectivement très pénalisant d'en faire un de moins. Dans un jeu où chacun va jouer 18-22 coups, bon, jouer un tour de moins, c'est probablement moins pénalisant. Et surtout qu'il y a des opportunités qui se créent et qui se décréent, qui se détruisent au fur et à mesure de la partie. Il faut être très opportuniste. Donc, oui, je peux comprendre la frustration. Et surtout, moi qui ai plutôt mal joué dans la partie, ben je l'ai remporté sur un coup spectaculaire à la fin, un peu chanceux. Donc, voilà. Ouais, je peux comprendre la frustration de jouer. Et où tu t'es remonté et l'écart on n'avait pas tant d'écart de points. Et je me dis, en fait, avec un coup de plus, si moi je fais le même nombre de coups que tout le monde, c'est sûr et certain que je reprends plus de jetons que toi, en fait. Donc, je l'ai eu un peu mauvaise sur ce coup-là. Maintenant que j'ai mieux compris, j'aimerais beaucoup rejouer au jeu maintenant que j'ai bien compris comment ça marche, clairement. Et j'ai mis une alerte au casé au-dessus. Écoutez, vous voulez essayer quelque chose qui ressemble à rien, d'une illustration qui ressemble à toutes les autres vieilles couvertures allemandes, d'un auteur inconnu qui a réitéré le même jeu plusieurs fois. Allez-y pour Gads Hill, donc G-A-D-S, espace H-I-L-L, 1874. Ouais, une super découverte aussi. Moi, je te propose qu'on joue au jeu qu'on a joué juste après, où ils avaient très envie qu'on nous voit nous affronter. Bien sûr. Joe et Jeroen. Donc. Le jeu j'ai vu combien Christian Lemay est une méchante personne. Nous avons joué à... Est-ce que tu veux le prononcer parce que ton allemand est meilleur que le mien? Breisseite. Breisseite, merci. Donc, Joe avait une boîte de Breisseite dont le matériel n'est fait que de pièces de bois, de bois franc, donc des pyramides à base rectangulaire et des cylindres. On va assembler verticalement un bateau, en tout cas ce qu'on prétend être un bateau. Avec un mât, 2 mâts, je sais plus combien. Avec des mâts, oui, sur le dessus, mais bon, les plaques les plaques rectangulaires sont superposées sur des cylindres, ce qui fait que tout ça tient en équilibre. Et le but, c'est qu'on insère notre boulet, notre projectile entre 2 plaques et on la frappe de derrière avec notre marteau
pour envoyer donc cette pièce, ce cylindre de bois sur le bateau adverse et le faire tomber. Évidemment, mieux vaut frapper très fort parce que c'est en bois pesant, ça ne bouge pas. Et le problème, c'est que si on frappe trop fort, on risque de faire comme j'ai fait dans la première et toi dans la seconde partie, c'est qu'on risque de frapper notre propre bateau et de le faire tomber nous-mêmes. C'est complètement débile, c'est un truc improbable, mais c'était très drôle. Voilà, c'était ça refait tous les enfants, tout l'enfant en nous, tu vois, avec des bouts de bois un peu. On s'est fait un combat maritime épique. Oui. Voilà, moi j'ai vu Master and Commander juste quelques temps juste avant, et je peux dire que là, moi j'étais Russell Crowe là. Ah non, mais j'étais à fond là. Je manœuvrais pour essayer que mes canons te touchent. Et voilà, c'était et on a gagné chacun une partie, donc ça, tout va bien. Que c'est beau. Je te propose un petit jeu de pli. Est-ce que c'est toi qui as apporté 6 of 8 ou 6 de 8? Alors, c'est pas moi qui l'ai apporté, mais c'est moi qui voulais expliquer. Donc, tu veux nous l'expliquer, s'il te plaît? Oui, c'est un jeu de pli assez classique en équipe, dans lequel on va devoir... en fait, on va faire un certain nombre de plis. Je crois que c'est 15 plis. La particularité, c'est que à chaque pli, en fait, on suit la vie compliquée matrimoniale de Henri VIII, et donc on va avoir en fait chacune de ses épouses est représentée par une couleur, et en fonction de la durée de leur mariage avec Henri VIII, on va faire X plis sous Catherine d'Aragon, X plis sous Anne Boleyn, blablabla. Au passage, vous avez la chance d'avoir ma petite explication sur toutes les épouses d'Henri VIII, comme ça vous étiez ravis. Et donc, forcément, il y aura 4 plus ou moins de plis pour en avoir 15 au total. Et la particularité, c'est qu'à chaque pli, en fait, l'atout du pli correspond à la reine qui est sur le trône actuellement, quoi. Donc, la première reine, je me souviens juste de la couleur, elle est noire, mais bon, ça correspond à qui dans l'histoire? C'est Catherine d'Aragon. Donc, Catherine d'Aragon. Et je crois que c'est pour les 5 premiers plis, ou les 4 ou les 5 premiers plis. Donc, l'atout est... Oui, 4 ou 4. Et l'atout est noir. L'atout est noir. Et après ça, on passe à rouge ou à orange. Ça n'a pas tellement d'importance, mais pour peut-être... Rouge, c'est rouge. Rouge pour Anne 2 Boleyn. plis, et ensuite orange 3 plis. 3 plis. Et ainsi de suite. Voilà, après, etc. On va suivre. Et ce qui va rapporter des points, c'est le nombre de plis. Et en plus, il y a certaines cartes sur lesquelles il y a des diamants. Et donc, évidemment, il faut qu'en plus, chaque diamant remporté rapporte des points. Donc le but, c'est d'arriver à se défausser et on échange 2 cartes en début de manche. Avec son partenaire. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche super bien. Et curieusement, on est dans un jeu de plis, mais où le thème est, j'allais dire encore une fois, assez marrant. Ça fonctionne super bien. Ouais. Original, c'est rafraîchissant. Il y a des possibilités stratégiques. Parfois, on joue à certains jeux de plis et je soupçonne, c'est peut-être mon incompétence qui parle, mais je soupçonne qu'il y a beaucoup trop de chaos pour être vraiment bon, pour pouvoir bien y jouer. Celui-là, je soupçonne qu'il y a vraiment moyen de très bien y jouer. Et d'ailleurs, on vous a donné une rouste. C'était moi et Simon Oui. Du Passe-Temps contre toi et Carl Brière de Synapse Games. Ouais. Voilà. Ouais, en même temps, vous aviez des mains de folie. Oui, là, c'est sûr aussi que ça aide un peu. Ce genre de jeu où tu as toutes les valeurs les plus fortes, c'est plus facile de l'emporter. Alors, ça aide. Après, réellement, le jeu de pli, la main ne fait pas tout. Les gens qui jouent vraiment bien au jeu de pli, souvent, gagnent même avec des mains sont capables de faire des bons trucs même avec des mains pourries et de limiter les dégâts. Mais c'est ce que je dis. Ça, clairement, Celui-ci me permet justement de laisser la place à bien jouer. Et j'ai pas la prétention d'avoir bien joué, mais... Ouais. C'est l'échange des cartes, en fait, qui est vachement crucial. Très parlant. C'est ça, en fait. Ouais. Donc, très belle découverte. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux qu'on continue avec le jeu de Simon? Oui, parlons de Black Box, que ça s'appelait. Black Box. Ouais, Black Box. Alors ça, c'est le moment où Simon nous dit « faut absolument que je vous fasse jouer à ça. » Ça avait l'air d'être un truc un peu mystérieux quand même, hein. Black Box et tout. C'est son jeu d'ambiance préféré. Donc, c'est un ancêtre de Privacy, qui est un jeu que j'aime beaucoup chez Gigamic. Black Box date de 1989, je crois, chez Jumbo, l'entreprise avec un petit éléphant rouge.
Jumbo. Jumbo, ouais. Et avec... Qui est un éditeur hollandais. Il y a des petites boîtes de plastique qu'on jurerait aujourd'hui faites en impression 3D, mais non, à l'époque, on en avait dans les jeux. Bon, chacun de nous est associé à une couleur. Moi, j'étais rose, par exemple. Et toi, tu étais bleu. Tu étais bleu. Bleu. Oui, comme toujours. Et essentiellement, chacune de ces petites boîtes a une question. Par exemple, qui parmi nous est le plus charmeur? Ou qui parmi nous je ne voudrais pas avoir comme patron? Et on va... Ou qui je mangerais en premier sur un radeau. Oui, si on avait besoin de se livrer au cannibalisme. Et là, on va prendre des cartes de couleur et répondre, c'est-à-dire voter pour qui, parce que les cartes de couleur correspondent aux joueuses. Et donc, on va insérer des cartes de couleur pour répondre. On a le droit de répondre 2 fois à la même personne ou 2 personnes différentes. Ou 2 personnes différentes, ouais. Et après ça, il faudra deviner sur chacune des questions. Et on fait tourner nos questions pour que tout le monde réponde à tout. Exactement. Et à la fin, vous vous doutez bien, la personne récupère sa boîte, lit la question à haute voix, prend le petit paquet de cartes, les mélange. Et là, c'est la révélation. Et là, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, quoi. Ben oui, parce que là, il y a certaines personnes autour de la table, elles ont appris que les autres ne voudraient pas l'avoir comme patron. Mais en fait, parmi celles qui sont à table, on ne voudrait pas les avoir comme patron. Qui j'amènerais avec moi pour une expédition dans la jungle. Bon. Alors, à cette question, j'avoue que tout le monde a eu du bon sens et personne ne m'a choisi pour l'expédition dans la jungle. Et je l'ai pas mal pris. Vraiment, je m'attendais pas à te choisir. J'adore ce genre de jeu. Ça peut être parfois, je pense que certaines personnes peuvent le recevoir difficilement. Ça peut être violent. Oui. Ah, ça peut être violent. Ça peut être. En fait, c'est des jeux où il faut être dans l'état d'esprit. Oui. C'est pas mon type de jeu préféré parce que je suis jamais complètement 100% à l'aise sur la capacité que les gens répondent réellement sincèrement. En fait, j'ai toujours un doute sur le fait que les gens répondent sincèrement à ce genre de questions et j'ai toujours un doute sur le fait de savoir si c'est une bonne chose de répondre sincèrement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais au moins les réponses sont anonymes. Ouais, mais elles sont quand même éclairantes. Enfin, oui, tout à fait. Je trouve que ça peut être très violent et donc c'est pour ça qu'il faut y jouer en connaissance de cause, en étant avec le bon groupe. Oui. Et dans le mood pour. C'est-à-dire que si vous êtes pas super dans une bonne moment de votre vie et vous avez pas besoin qu'on vous dise qu'on n'a pas du tout envie de vous comme patron ou voilà, vous êtes, je sais plus ce qu'il y avait d'autre comme un truc qui pouvait être un peu rude. Bon, après il y a d'autres questions, il y en a quelques-unes bien sûr qui sont toujours un peu borderline. Il y avait une question sur qui irait dans un sauna, je ne sais plus ce que c'est. Tu vois. Bon, ça on les voit arriver, ça va, c'était pas non plus trop méchant, j'ai pas trouvé que c'était non plus trop de mauvais goût, tu vois. Non, puis on peut changer les questions si on en reçoit une qui nous plaît pas, on peut la changer. On se fout de savoir qui a gagné. Le but, en fait, pour marquer des points, il faut deviner si, pour chacune des questions, je suis la personne qui en a reçu le plus, ou si j'en ai reçu aucun vote, ou si je suis dans le milieu. Très rapidement, on a arrêté de compter les points. Oui. En fait, on s'en foutait un peu. Hein. Voilà. Tu veux parler du jeu de Richard Garfield, Sky Rift, ou pas? C'est très exactement ce que je m'en allais mentionner. Donc, télépathie, toi. Donc, Richard Garfield a un jeu qui sort ces temps-ci chez Ori Games, je crois. Donc, d'abord en français, un jeu qui s'intitule Sky Rift, un jeu d'affrontement à 1 contre 1. Il y a 2 boîtes qui sortent simultanément, chacune avec 3 decks préconstruits. Et au début de la partie, je me choisis un deck, tu te choisis un deck, et on s'affronte dans un combat classique, mais en même temps différent de ce qu'on est habitué de voir, parce que à mon tour, je vais jouer autant de cartes que je veux, il n'y a pas de limite. Et en fait, je suis forcé soit d'abandonner ou de jouer des cartes jusqu'à temps que ma puissance totale dépasse la tienne. Et là, à ton tour, soit tu abandonnes ou tu joues des cartes jusqu'à temps que ta puissance dépasse la mienne, sachant qu'on ne retire que 3 cartes à la fin de chaque manche. Donc, il faut reconnaître très vite, comme dans Erlen and Sea, le bestiole en guerre, il faut savoir très vite abandonner les manches qu'on ne pourra pas gagner. Ce qui est ton genre, tout à fait.
Totalement. Bah, bien sûr, moi, totalement, j'ai jamais voulu abandonner. Donc, évidemment, je me suis pris une rouste mémorable, mais parce que je ne voulais pas abandonner. Donc, tu préfères perdre qu'abandonner. Ah non, mais moi, je sais pas pourquoi. Après, on a fait une erreur de règle, tu m'as dit. L'explication. Donc, saluons Stéphane Brissot qui nous a expliqué le jeu, qui va représenter le jeu aux États-Unis. Oui. Il fait une erreur de règle assez importante, c'est-à-dire qu'il y a 2 types de cartes, les sorts et les créatures. Les sorts doivent normalement être virés à la fin du tour de chacun des joueurs. Oui. Malgré tout, je pense qu'on est capable de s'imaginer ce que le jeu aurait été si on avait appliqué la règle. Oui. Et moi, j'ai trouvé ça, ma foi, très agréable, très fluide. Ah bah moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Oui. Même en refusant d'abandonner et tout. Je l'ai fait aussi parce que qu'est-ce que ça peut faire enfin, c'était pas très très grave. Ça valait on expérimente comme on disait. Moi, j'ai trouvé le jeu très bien et tout. Donc, hâte de pouvoir y rejouer. Et j'avoue que c'est le genre de jeu où je préfère jouer dans ma langue maternelle. Oui. Aussi parce que je reconnais que ce genre de jeu, les jeux avec des effets sur les cartes, ça me rajoute un petit, handicap de devoir jouer en anglais parce que je saisis moins bien toutes les implications de ce que je vais lire. J'ai plus de doutes de fait sur bien jouer mes cartes ou pas. Et donc, j'ai hâte de pouvoir y rejouer en français, en fait, où j'aurais pas cette petite difficulté. Donc, belle découverte. Moi, j'ai encore peut-être 2 jeux que j'aimerais mentionner dans la liste. Toi, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais mentionner? Il y en aura un peut-être dont je parlerai, ouais. Vas-y. Alors, moi, j'ai joué à Dark Pact, qui est un jeu de deck building créé par Tom Lehman, donc l'auteur de Race for the Galaxy et de Res Arcana plus récemment. Deck building assez classique, on va dire dans la mise en place. On a une rivière de cartes. Rivière plus nombreuse. Souvent, quand on se joue, par exemple, à Ascension, il y a seulement 5 ou 6 cartes. Cette fois-ci, il y en a 10 disponibles au marché. Et quand une carte est achetée, on va la remplacer par une autre depuis le paquet. Et c'est un jeu il n'y a pas de point de victoire. Et en fait, même en début de partie, il n'y a aucune façon de gagner la partie. C'est les joueuses qui, au cours de la partie, parmi les cartes qu'on peut acheter, vont s'acheter une condition de victoire. Et je peux en acheter plus qu'une. Donc, je vais par exemple acheter une condition de victoire qui me dit que si je dépense 25 pièces, la monnaie qui me permet d'acheter les cartes, ce qui est un nombre extrêmement élevé, je gagne instantanément la partie. Ou si moi, il fallait que j'aie 45 points de insight, qui est une valeur qui est sur certaines des cartes. Alors, c'est vraiment un jeu qui rejoint ce que j'ai dit ce que j'ai dit dans une des chroniques sur les conditions de victoire. Hein, ça donne une fin très spectaculaire, très abrupte, très prenante aussi parce que quand j'ai réussi à poser tout mon truc puis dire hey, voici, je remplis ma condition de victoire, là, t'as tout le monde autour de la table qui a dit mais avec un tour ou 2 peut-être, au prochain tour, je pouvais le faire. Donc, ça donne des sensations très agréables et surtout que le jeu a une montée en puissance spectaculaire parce que il y a des cartes avec des effets, des cartes avec de la monnaie, mais surtout, le type de carte très spécial à ce jeu, ce sont les multiplicateurs. Il y a des multiplicateurs x2 et x3. Donc là, je joue une carte qui, par exemple, me donne 2 pièces de monnaie. Et si je lui colle un x3, là, tout à coup, elle vaut 6 pièces de monnaie. Et si je lui colle un autre x2, elle vaut 12 pièces de monnaie. Donc, ce qui nous paraît complètement impossible en début de partie, le devient rapidement, devient très rapidement possible et ça donne une sensation de puissance assez extraordinaire et des fins de partie aussi spectaculaires. Donc, belle découverte que Dark Pact par Tom Lehman chez Trick or Treat. Je sais pas si le jeu aura un traitement francophone. Moi, j'ai parlé d'un autre jeu qu'on a joué ensemble parce que c'est un cadeau. C'est Simon qui m'a fait ce petit cadeau. Un jeu sorti chez One Games, Petiquette, avec une couverture assez, intrigante. Adorable. Adorable, ce chien avec ce petit chapeau de forme et tout. C'est un jeu très spécial. Oui. Voilà, quand même. Parce que, le pitch est assez... je sais pas si c'est original. En fait, le pitch n'est pas original, mais ça fait quand même une expérience originale. Parce que le but, c'est de faire des suites logiques et de matcher, en fait. D'avoir la même suite logique tout autour de la table pour faire le plus de points possible. Oui, pour marquer, il faut avoir la même réponse que les autres. Voilà. En gros, on va avoir des cartes avec il y a 3 animaux, chien, chat, canard, qui peuvent avoir 3 types de chapeaux qui sont les hauts de forme bleus, les casquettes...
jaune et puis je sais pas quoi, le melon, chapeau melon rouge. Et elles sont chaque carte existe avec un numéro de 1 à 5, je crois. Et donc, on va poser 5 cartes sur la table. Et il faut qu'on devine quelle est la 6e. Non, mais parfois, Alors, évidemment, la 6e carte, mais elle peut être pas nécessairement à la fin de la séquence, elle peut être en plein milieu. Non, voilà. Elle peut être en plein milieu de la séquence, en fait, parce qu'on va mettre une carte avec un point d'interrogation qui sera au milieu de la séquence. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver quelle est la carte manquante, qui peut bien évidemment jamais être une des cartes déjà posées. Hein. Ça peut pas être le même chat avec le chapeau jaune qui serait le numéro 3. Et l'idée, c'est qu'on arrive tous à avoir la même... En fait, on va essayer de trouver dans notre tête une justification à la suite, à faire une sorte de suite logique, hein, c'est un peu ça. Et on va essayer d'avoir la même justification. Et si on arrive à matcher, on marque les points. L'idée de faire des choses où on match comme ça, d'avoir les mêmes réponses, c'est pas du tout quelque chose d'original. Non. Faire des suites logiques, c'est un truc typique des tests de QI ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs qu'on retrouve quelle est la suite logique, etc. Ou des devoirs de nos enfants dans les premières années au primaire. Voilà. Sauf que là, c'est des suites logiques qui n'existent pas, puisqu'en fait, il n'y a pas de... Cette 6e carte, personne ne l'a posée. Donc, en fait, il n'y a aucune suite... Enfin, elle n'a pas été choisie, prédestinée, elle est posée random. Et donc, on voit progressivement... Donc, c'est hyper marrant, parce que quand on donne la même réponse, on est hyper content, hyper satisfait. Alors qu'en vrai, ça... C'est un peu n'importe quoi, mais pas tout à fait n'importe... Juste assez, pas n'importe quoi, pour que ça fonctionne. Voilà. Et en même temps... Progressivement, je trouve qu'on commence aussi à voir comment les autres commencent à penser. Tu vois, est-ce qu'ils vont faire effectivement par suite logique pure, ou est-ce que c'est par élimination, ou parce qu'il manque quelque chose, ou parce qu'on veut de la symétrie, etc. Et on voit comment progressivement le cerveau des autres, la logique des autres fonctionne. Et ça, j'ai trouvé ça assez plaisant. C'est un jeu, j'en ferai pas 50 parties, mais je trouve que c'est une petite expérience à jouer et à proposer c'est un jeu que tu as envie de faire découvrir. Exactement. On en a mentionné un autre plus tôt, un peu comme un Snowware aussi que je t'avais fait essayer. On n'en fait pas 10 à la suite. Oui. Mais, je sais pas, on a 15 minutes, on termine la soirée ou on commence la soirée. Puis, j'ai envie de vous faire découvrir quelque chose de différent, qui est pas une autre gestion de main de cartes et qui est mignon, qui est charmant. Ou jeu de collection. Oui, c'est ça. Donc, très agréable à jouer à l'occasion. Ouais. Voilà, exactement. Et toi, ton dernier jeu? Oui, donc, tu nous as dit quelques fois sur ce podcast que le jeu Civolution n'était pas si compliqué. Je manifeste mon désaccord avec énergie. Vous entendez toute l'énergie avec laquelle je manifeste, là? Ouais. J'ai trouvé ça... Donc, j'ai eu la chance de jouer avec Johannes Peter, je pense, qu'on appelle Yopé, c'est son surnom, qui travaille chez Deep Print Game, l'éditeur allemand à l'origine du jeu Civolution, qui est d'ailleurs mené par Peter Egert, le fondateur de Egert-Spiel. Donc, Civolution est un jeu de Stéphane Feld, publié il y a à peu près 2 ans, je pense, la version originale, dans lequel on est à la tête d'une civilisation, mais on fait tout ça à travers une interface informatique. Le thème est un peu curieux. Et on a une mécanique de gestion de dés, parce qu'on a 6 dés qu'on va lancer, et chaque action demande à ce qu'on combine 2 dés pour la réaliser. Ce qui fait qu'il y a 17, 18 actions de base différentes. Et j'ai trouvé ça lourd. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé ça compliqué. J'ai trouvé qu'il y avait 1001 étapes avant de pouvoir arriver à un résultat. Je rejouerais, mais pas à plus de 2 joueurs, je pense, parce que c'est long et l'interaction est relativement limitée. Et là, je sais que tu as envie de nous dire ce que tu as dit, c'est qu'une fois qu'on a compris, ça va bien, mais c'est pas si compliqué. Mais cette phrase, je l'entends tellement souvent et je la trouve tellement vide de sens. C'est sûr qu'une fois qu'on a compris quelque chose, c'est pas si compliqué. Ça s'applique à tout dans la vie. Non. Alors, c'est une fois qu'on a compris que à chaque combinaison de dés, correspond l'action. C'est juste ça, en fait. Et après, il y a X actions. Effectivement, t'as besoin de voir, qu'on te les dise, ou au moins qu'on te les nomme une fois. Mais en fait, je maintiens que c'est un jeu où ce que tu dois, c'est pas tu regardes tes dés, tu vois ce que tu peux faire, c'est tu te dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais faire là, et tu cherches la combinaison qui va avec, et tu te démerdes pour la faire. Après, sur la longueur, le jeu, il peut être long. Moi, je pense qu'il y a
En toute franchise, au départ, on avait voulu y rejouer ensemble. Moi, je me sentais pas d'y jouer en anglais. Déjà, rien que le setup en anglais, j'avais pas envie de le faire. J'avais envie de mourir quand j'ai commencé à le faire. Et en plus, enfin, il y avait plein de choses qui étaient. Je préfère. J'aurais pas pu le faire, tu vois, dans ces conditions-là. Après, il y a le temps de partie. Bah, moi, je trouve que Michel Dufresne, il le dit très bien. Peut-être que tu joues 3 heures, mais ton ressenti, c'est pas 3 heures. T'as jamais l'impression que ça a été long. Moi, je le trouve pas lourd. Je trouve que j'ai joué à d'autres jeux que j'ai trouvé plus lourds. En termes de logique, de logique interne au jeu, quoi. Oui. En fait, je trouve que tout ce que tu fais est logique. Ben, il y a beaucoup, comme souvent chez Feld, plusieurs petits systèmes et petits trucs qui rapportent des points. Mais là, je tiens à le préciser, ça n'a pas été un déplaisir, au contraire, même, il fait partie de ces jeux, un peu comme Bailiff of Boscop, où je sens très bien que mon impression, mon opinion, mon plaisir de jouer pourrait être différent à force d'y rejouer. Il y a des jeux que je termine ma première partie et je sais que je n'aimerai jamais. Oui. Et des fois, il y a des jeux que je termine ma première partie, j'ai aimé, mais je sens que si j'en joue 4-5, j'aurai moins de plaisir. Celui-là, ça pourrait être plus agréable, mais je n'ai pas trouvé la simplicité ou l'évidence que tu avais décrit loin de là. Pardon. Ouais, ben non, mais c'est pas grave. Je cherchais juste un prétexte pour non, mais t'as bien qu'on se chicane et qu'il y ait un peu de popcorn. Oui, voilà. Non, mais tu peux. Après, peut-être que oui, je sais pas. Mais je me demande même si ça jouait bien à deux, tu vois. Ah oui, ça se jouait bien. Il y avait encore de la course sur l'occupation du territoire parce que certaines zones rapportent des points quand on les occupe. Et puis, plusieurs de ces zones sont couvertes quand on n'est que 2 joueurs, ce qui fait que c'est toujours serré et on doit arriver avant l'autre. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Puis, je me demande si on fait pas un petit peu plus d'action dans la partie parce que j'observais le mécanisme qui réglait la durée de la partie. J'ai l'impression qu'on joue peut-être un petit peu plus d'action, et ce qui est une bonne chose parce que pour un jeu de civilisation, j'ai trouvé qu'on upgradait pas tant de trucs que ça. Parce que les 18 actions, vous pouvez savoir que on peut les améliorer pas seulement une, mais 2 fois chacune. Et j'ai trouvé que j'en avais amélioré 2-3, puis peut-être une jusqu'au maximum, mais très peu au final. J'ai probablement très mal joué, évidemment, parce que je maîtrisais pas du tout le jeu. Mais donc voilà, je rejouerais. Je sens que je pourrais apprécier plus, mais ce n'était pas fluide comme je l'aurais espéré. Ok, très bien. Bon, il y a encore d'autres jeux dont on parle pas parce que sinon on va faire c'est pas possible. Ben oui, voilà. Mais c'était une super semaine, c'était bien de pouvoir oh mon Dieu, c'est vrai, je n'ai même très rapidement, très rapidement, on a joué le premier soir à Ride the Rails, un jeu de la série de magnifique série illustrée par Ian O'Toole, les Cube Rail. Et le dernier soir, j'ai eu la chance de jouer au 4e de la série, South Africa. Nous étions 5 à table avec mes 2 potes du Vermont, Carl Brière et Emmanuel Sanchez. Mémorable, épique. Je me suis commandé le jeu. Donc, un autre jeu de train assez simple. Et malgré le fait qu'il y a des enchères, j'ai adoré. C'est un jeu dans lequel on s'engueule parce qu'il y a des systèmes d'offres et de demandes et qu'on fait chuter la valeur des actions des autres. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé. Ok. Donc, on est tout bon, là, ça y est? Tout bon et bichon. Ok, parfait. Donc, l'année prochaine, déjà, The Great Zimbabwe sera dans la liste. Oui. Parce que vraiment, j'espère qu'on pourra y jouer quand même. Et là, ce qui est un peu curieux, c'est qu'on vous salue pour l'été et on vous dit à la saison prochaine parce que c'est la dernière fois qu'on se voit. Oh là là. Même si on va réenregistrer d'autres épisodes parce que celui-ci, c'est notre hors-série annuelle. Bref, qui n'est pas de juillet et qui a été enregistré avant l'épisode du mois de juin. Ça devient compliqué. Non, mais écoute, Back to the Future 2... Attention. On pourrait faire un jeu de planification comme ça, tu sais. Je planifie de faire mon podcast, j'ai enregistré avant, mais est-ce que j'ai bien... Et là, ce que je vais dire, est-ce que c'est cohérent avec ce que je dirais? Ce que je viens de dire, est-ce que c'est cohérent avec ce que je dirais? Mon Dieu, je sais plus. C'est ça, parce que parfois, en plus, je me dis, ça, ok, ce sera diffusé à telle date. Mais alors, si après, je change la diffusion pour une raison X, Y, Z, j'ai besoin de changer la date de diffusion. T'es foutu. Tout ce qu'on a dit, ça va plus. Allez. Bon. Allez, merci. Adoliprane et c'est bon. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Bonnes vacances, bon été. Bonnes vacances. Il y aura encore d'autres émissions dans le podcast. C'est pas la dernière de dernière. La dernière, c'est toujours le feu d'artifice à Berlin avec Hammer. Et voilà. Mais nous, on se retrouvera au mois de septembre.
Monsieur Lemay. Pour pelleter d'autres nuages. Voilà. Et la saison, pour ouvrir, parce qu'on ouvrira la saison 4 du podcast. Oh, quel privilège. Merci. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao, ciao. Cette émission a été enregistrée à Niagara Falls. Non, ça je vous l'ai déjà faite, cette blague-là. Bon, bref, cette émission, on sait plus trop ni où et quand ça a été enregistré, mais en tout cas, c'est toujours produit par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site le.depaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est toujours totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.